Gisèle le lui avait dit exactement une fois. Sa voix froide comme de l'acier poli. Reste en dehors de ma vie. Liam n'avait pas discuté. Il avait ramassé sa boîte à outils, traversé la salle de conférence et était sorti sans un mot tandis que 8 membres du conseil observaient en silence. Sa fille de 6 ans l'attendait dans le garage de stationnement en bas, serrant son lapin en peluche usé comme seuls les petits-enfants s'accrochent aux choses qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre. Il n'avait pas de temps pour les gens qui le regardaient comme s'il n'était pas là. Mais 3 semaines plus tard, c'était Gisèle elle-même qui se tenait à la porte de son appartement à 23 heures. Des larmes coulaient et ses mains tremblaient le long de son corps. Qu'est-ce qui pouvait être si dévastateur pour que la femme la plus puissante de la pièce vienne pleurer chez l'homme qu'elle avait congédié? La matinée avait commencé comme la plupart des matinées de Liam Arnaud, calmement, avec soin et une précision que la plupart des gens autour de lui ne remarquaient jamais. Il avait 29 ans et possédait cette immobilité particulière qui vient non pas d'avoir rien apporté, mais d'avoir appris exactement comment tout porter à la fois. À cette heure, il était agenouillé dans l'étroit couloir de leur appartement au 3e étage à Brooklyn, attachant les lacets de sa fille tandis qu'elle se tenait au-dessus de lui, serrant Scout, le lapin en peluche à l'oreille gauche effilochée et au petit œil en plastique recollé 2 fois, pressé contre sa poitrine comme un petit bouclier doux. Arya avait 6 ans et elle avait les yeux de sa mère, grands, honnêtes et complètement ouverts. Le genre d'yeux qui capte ce que les autres manquent. Elle avait baissé les yeux vers son père et posé la même question qu'elle posait chaque matin. La même qu'elle avait posée 300 jours et quelques sans faute. Serait-il là pour la récupérer cet après-midi? Il lui avait répondu oui. Il lui répondait toujours oui et il ne s'était jamais trompé une seule fois. L'appartement était petit mais arrangé avec le soin discret d'une personne qui prêtait attention aux détails. Une bibliothèque courait sur toute la longueur d'un mur, et les livres étaient organisés non par titre ou auteur, mais selon un système qui n'avait de sens que si l'on comprenait la manière particulière dont fonctionnait l'esprit de Liam, ce que très peu de gens comprenaient encore. Sur le coin de son bureau se trouvait un cahier spiralé rempli bord à bord de symboles et d'équations dans sa propre écriture, l'encre légèrement étalée par le talon de sa main gauche. Arya l'appelait le livre difficile. Elle avait une fois demandé ce que signifiaient tous les nombres, et il lui avait dit qu'il formait un puzzle qu'il essayait de terminer. Elle l'avait accepté comme les enfants acceptent les choses qui semblent vraies, simplement et complètement, sans avoir besoin de plus. Il portait l'uniforme bleu foncé du personnel d'entretien de l'immeuble au Capital Weston, le nom de l'entreprise brodé en petites lettres jaunes au col. Il y travaillait depuis 14 mois. Personne aux étages de la direction ne savait ce qu'il avait fait avant, et il ne l'avait pas proposé, car cela n'était pas venu et ce n'était pas le sujet. 3 ans plus tôt, Liam avait été vice-président de l'analyse des risques dans une firme du bas de Manhattan, le genre d'endroit où les titres signifiaient quelque chose, où le café était servi dans des tasses en verre et où le travail était vraiment difficile de manière qui exigeait qu'il soit vraiment bon. Il avait été bon à cela, exceptionnel même, et il l'avait su sans avoir besoin de confirmation. Ce qu'il n'avait pas anticipé, c'était la manière particulière dont la vie peut se rediriger sans avertissement, sans logique, ni aucune des choses qui rendent les situations difficiles supportables. Claire était morte un mardi après-midi de novembre, sur l'autoroute, dans une voiture qui effectuait un virage à gauche parfaitement ordinaire. Elle rentrait du bureau. Arya était à la maison avec la gardienne. Liam était en réunion de stratégie quand son téléphone avait commencé à sonner, et n'avait plus arrêté. Il avait soumis sa démission la semaine suivante. Non parce qu'il ne pouvait plus faire le travail, mais parce qu'il n'en voyait plus le sens quand une enfant de 3 ans avait besoin de quelqu'un à l'appartement quand elle se réveillait de cauchemar. Scout était la dernière chose que Claire avait achetée pour Arya quelques semaines avant l'accident. Arya n'était pas sortie de la maison sans lui depuis le matin des funérailles. Il avait déposé Arya à l'école et regardé sa petite silhouette disparaître par les portes jaunes avec Scout glissé dans la poche latérale de son sac à dos. Les enseignants avaient accepté qu'elle le garde à portée pendant les cours parce qu'ils étaient des personnes qui comprenaient ce qu'ils voyaient quand un enfant tenait quelque chose aussi serré. Il avait pris le bus jusqu'au Capital Weston, emprunté l'ascenseur de service jusqu'à l'étage mécanique et commencé la partie de sa journée à laquelle la plupart des gens dans l'immeuble ne pensaient jamais. Il était bon à ce travail aussi, quoique différemment, précis et méthodique avec une compréhension des systèmes qui allait plus loin que les manuels de formation. Son superviseur lui avait une fois dit qu'il réfléchissait trop pour un poste d'entretien. Liam l'avait remercié et était retourné à l'unité de refroidissement qu'il calibrant. 22 étages au-dessus, Gisèle Weston se tenait devant la paroi vitrée de son bureau d'angle et regardait une ville qui ignorait qu'elle allait bientôt la voir soit se prouver soit s'effondrer. Elle avait 28 ans et était directrice générale du Capital Weston depuis 2 ans, depuis la semaine où son père Henry avait subi un accident vasculaire cérébral assez grave pour l'écarter des décisions quotidiennes mais pas assez pour l'empêcher de l'observer depuis le fauteuil d'invité lors des réunions du conseil avec une expression qu'elle ne parvenait pas toujours à lire.
L'entreprise était l'œuvre de sa vie. Il la lui avait confiée non parce qu'il n'y avait personne d'autre. Il y avait 3 cadres supérieurs qui s'étaient attendus à ce poste et n'avaient pas caché leur déception, mais parce qu'ils croyaient qu'elle était la bonne personne et Henry Weston était un homme dont les instincts avaient rarement échoué. Le conseil d'administration ne partageait pas sa certitude et l'observait comme on observe un funambule. Poliment, attentivement, et prêt à réagir quand l'équilibre basculerait. La fusion avec le groupe Harland était censée régler la question définitivement. 340 millions de dollars, la plus grande transaction de l'histoire du capital Weston, et la cérémonie de signature était prévue pour 9 heures le lendemain matin. 6 mois de négociations, 2 rondes de vérification et un dossier d'audit final que Xavier Moreau avait remis au conseil 2 jours plus tôt avec son efficacité calme habituelle. Xavier était le directeur financier, 43 ans, et il était dans l'entreprise depuis avant que Gisèle soit au lycée. Son père lui avait fait entièrement confiance, sans réserve, comme on fait confiance à quelqu'un qui a été présent chaque fois que quelque chose de difficile s'était produit et n'avait jamais empiré les choses. Gisèle avait hérité de cette confiance comme elle avait hérité du bureau d'angle et des 64 ans d'histoire de la firme sans la remettre en question, car il n'y avait jamais eu de raison visible de le faire. Il arrivait à son bureau chaque matin avec des réponses aux questions qu'elle n'avait pas encore terminé de poser. Elle trouvait cette fiabilité rassurante comme on trouve une encre fiable rassurante sans inspecter la chaîne. Le matin qui allait tout changer, Liam avait été appelé au 22e étage pour inspecter l'unité de refroidissement secondaire du serveur à l'intérieur de la salle de conférence exécutive, une boucle de réfrigération qui courait parallèlement au système principal de l'étage des transactions et se connectait directement à l'infrastructure de journalisation des transactions aux étages inférieurs. C'était une vérification de routine, qui avait lieu toutes les 6 semaines et prenait habituellement moins d'1 heure. Le problème était que l'enseignante Daria avait appelé à 7h45 pour dire qu'elle avait attrapé quelque chose. L'école manquait de 2 membres du personnel et Aria devrait être récupérée avant midi si d'autres arrangements ne pouvaient être faits. Liam avait appelé 3 personnes dans les 20 minutes suivantes. Aucune n'avait répondu. Il avait rappelé l'école, expliqué la situation honnêtement, et à 8h15 il n'avait pas de solution et un ordre de travail avec une échéance stricte avant la réunion du conseil de 10 heures qui exigeait la salle. Il avait emmené Aria avec lui. Il lui avait dit 2 fois en chemin, dans le ton calme précis qu'il utilisait quand quelque chose comptait vraiment, qu'elle devait s'asseoir sur la chaise dans le couloir devant la salle de conférence, ne pas bouger, ne pas faire de bruit et ne pas entrer sous aucun prétexte. Aria avait tenu 11 minutes. Elle n'essayait pas de causer des problèmes. Elle n'avait simplement jamais été aussi près d'une salle avec des fenêtres du sol au plafond et une vue sur toute la ville. Et la vue l'avait attirée comme la gravité attire les choses qui n'ont pas encore appris à y résister. Elle avait apporté Scout et s'était installée en tailleur sur la moquette à côté de la boîte à outils de son père sans faire un bruit. Elle faisait de son mieux pour être invisible. Les membres du conseil étaient arrivés à 9h58, 12 d'entre eux, passant par la porte vitrée avec le but concentré que de grandes sommes d'argent génèrent chez les personnes responsables. Gisèle était entrée en dernier. Elle s'était arrêtée en voyant l'enfant sur le sol. Elle avait regardé l'enfant, puis l'homme en uniforme bleu accroupi près de l'armoire du serveur, puis les membres du conseil qui s'étaient tous arrêtés derrière elle et regardaient la même chose. Liam s'était levé. Il s'était présenté par son nom. Il avait expliqué la situation sans préambule, l'enseignante, les arrangements de secours ratés, l'ordre de travail, le fait qu'Aria n'avait touché à rien et ne le ferait pas. Sa voix était égale et claire, et il n'avait pas trop présenté d'excuses ni joué le remords. Il avait simplement dit la vérité sur ce qui s'était passé. Gisèle avait écouté 3 phrases avant de prendre sa décision. « Ce n'est pas une garderie », avait-elle dit. Sa voix était parfaitement contrôlée, parfaitement professionnelle, et environ 15 degrés plus froide que la pièce. « J'ai besoin que vous partiez tous les 2 immédiatement. » Liam avait hoché la tête. Il avait commencé à ramasser ses outils et à les remettre dans le coffret avec le même soin méthodique qu'il apportait à tout. Avant de fermer le couvercle, il avait levé les yeux vers elle, non avec colère, non avec une expression particulière, mais avec le ton direct de quelqu'un qui transmet une information qu'il croit que l'autre personne aura besoin de connaître. La boucle de refroidissement de l'unité de serveur secondaire a une fuite de pression, avait-il dit. Petite, mais elle s'est accumulée depuis environ 1 semaine. Si vous ne la réparez pas avant la fin de la journée, vous risquez des perturbations dans les journaux de transactions pendant les heures de pointe cet après-midi. Gisèle l'avait regardé avec le regard précis qu'elle avait développé pour les gens qui disaient des choses pour lesquelles elle n'avait pas le temps. « Nous avons un service informatique », avait-elle dit. « Ce n'est pas votre problème. » Un membre du conseil, un homme en costume anthracite qui était dans l'entreprise depuis 11 ans et croyait que cela lui donnait certaines permissions informelles, avait fait un son qui était techniquement une toux. Ce n'était pas une toux.
Arya avait levé les yeux du sol, regardé son père et demandé, assez bas pour que seul lui l'entende pleinement, si ces gens ne l'aimaient pas. Il n'avait pas répondu. Il avait posé brièvement la main sur le haut de sa tête et l'avait guidé vers la porte. Gisèle avait dit les 3 mots alors qu'ils atteignaient le seuil. Reste en dehors de ma vie. Plat, final et portant le poids de quelqu'un habitué à avoir le dernier mot dans n'importe quelle pièce. Liam s'était arrêté une seconde. Puis il était sorti avec sa fille à ses côtés, sa main dans la sienne, et il n'avait pas laissé ses épaules s'affaisser une seule fois. Ce soir-là, Liam avait fait des pâtes parce que c'était mardi, et mardi c'était pâtes, et Arya était assise sur le comptoir de la cuisine comme elle le faisait toujours quand il cuisinait, scout appuyé contre le pot de farine, et ils avaient parlé de sa journée comme ils le faisaient toujours, par morceaux, en revenant en arrière, en laissant aller à son rythme. Elle lui avait demandé pourquoi Scout s'appelait Scout. Il lui avait déjà raconté l'histoire, mais elle aimait la répétition des choses qui semblaient vraies, alors il l'avait racontée à nouveau. Claire l'avait nommé. Elle avait dit qu'Arya était le genre de personne qui trouvait toujours les choses cachées à tout le monde, et qu'un éclaireur regarde devant où les autres regardent, et que ça semblait juste. Arya avait retourné cela avec le sérieux qu'elle apportait à toutes les questions importantes, puis avait demandé si Scout pouvait vraiment trouver des choses cachées. Liam avait répondu que ça dépendait de qui le tenait. Après qu'elle se fût endormie, il s'était assis à son bureau, avait ouvert l'ordinateur portable et travaillé sur le modèle d'analyse des risques qu'il construisait depuis 2 ans. Une plateforme assemblée dans les heures entre le coucher d'Arya et minuit, pièce par pièce soigneuse, sur une base qu'il avait posée sans supervision ni échéance ni personne attendant le résultat sauf lui-même. Mais avant d'ouvrir ses propres fichiers, il était resté un moment à penser à ce qu'il avait vu 3 semaines plus tôt quand il avait été appelé pour la première fois au 22e étage. La session avait été de routine. Le technicien principal de service s'était absenté 2 ou 3 minutes, et l'affichage de configuration était resté ouvert sur le terminal de surveillance. Liam n'avait pas voulu lire attentivement, mais l'horodatage intégré à la couche de chiffrement avait attiré son attention comme certains nombres attirent l'attention de certaines personnes sans invitation délibérée. La date était une qu'il ne pouvait voir sans reconnaissance. Le 14 mars 2021. L'anniversaire d'Arya. Il n'aurait pas compris la signification de l'architecture de chiffrement elle-même s'il n'avait pas passé 14 mois de son travail de maîtrise à Columbia à étudier exactement cette classe d'algorithmes, un système de chiffrement à graines temporelles, étroit dans son application, documenté dans exactement un article académique de 2019 qu'il avait coécrit par hasard. Ce n'était pas une conception commerciale. Ce n'était pas quelque chose que l'on trouvait dans un système prêt à l'emploi. C'était le genre d'architecture qui apparaissait dans la littérature académique et puis, très occasionnellement, dans le travail de quelqu'un qui avait lu le bon article. Il n'en avait parlé à personne. Il avait terminé l'inspection de l'unité de refroidissement pour laquelle il avait été appelé, fait le travail, rédigé le rapport de service et était rentré chez lui. Ce n'était pas son immeuble dans un sens qui comptait. Il avait essayé de ne plus y penser. 3 semaines avaient passé. Le Capital Weston était entré dans la phase d'audit finale avant la signature de la fusion, et Xavier Moreau avait remis le dossier financier supplémentaire avec l'assurance fluide d'un homme qui avait réalisé ce genre d'opération de nombreuses fois sans incident. C'était une jeune auditeur interne, une femme de 26 ans nommée Kazay, qui était dans la firme depuis 7 mois et n'avait pas encore appris à confondre petit et insignifiant, qui avait trouvé l'anomalie. C'était une variance de 0,003% dans la réconciliation trimestrielle, une seule ligne qui ne se résolvait pas proprement contre les entrées environnantes. En termes absolus, cela représentait environ 400 000 $, négligeable contre une transaction de 340 millions, le genre de chiffre qui pouvait être attribué à une méthode d'arrondi ou un décalage système sans que personne n'objecte. Kazay ne l'avait attribué à rien. Elle avait écrit une note et l'avait passée à Diana. Diana l'avait apportée à Gisèle. Gisèle avait demandé au service informatique de tirer les journaux de transactions pertinents. Le service informatique était revenu avec des nouvelles pour lesquelles elle n'était pas préparée. Les journaux couvrant la période signalée étaient chiffrés selon une architecture qu'ils n'avaient jamais rencontrée, et ils ne pouvaient pas la casser avec leurs outils disponibles. Ils estimaient 48 heures pour la résoudre avec un soutien externe. Gisèle avait vérifié l'heure. La signature de la fusion était à 9 heures le lendemain matin. 48 heures, c'était 39 heures de trop. Elle avait appelé 3 firmes de cybersécurité ce soir-là. Les 3 avaient dit la même chose, 72 heures minimum, car l'architecture n'était pas reconnue. Xavier était arrivé à son bureau à 21 heures, sans hâte, portant son téléphone et un verre d'eau, et le calme particulier d'une personne qui avait déjà décidé comment la conversation allait se dérouler. Il lui avait dit que c'était une anomalie de routine, que ces variances mineures apparaissaient dans tout audit à grande échelle, que l'équipe informatique résoudrait le chiffrement bien dans les délais,
qu'elle ne devait pas laisser un artefact d'arrondi compromettre une transaction de cette ampleur. Il avait parlé exactement le bon temps, et n'avait rien dit de techniquement incorrect. Et quand il avait terminé, Gisèle l'avait remercié, et il était parti. Elle était restée dans le silence de son bureau, habitée par un sentiment qu'elle ne pouvait pas nommer précisément, quelque chose sur la rapidité de son assurance, quelque chose sur la manière dont il était arrivé, sachant déjà ce qui l'inquiétait, et portant déjà la réponse. Elle l'avait repoussé. Xavier avait été l'encre de son père pendant 15 ans. Elle n'avait pas assez pour lever une encre sans être certaine de ce qui se trouvait dessous. À 22h30, cela n'avait pas amélioré. Une quatrième firme de cybersécurité avait confirmé ce que les autres avaient dit. La méthodologie de chiffrement n'existait dans aucune base de données commerciale qu'il maintenait. Il pouvait contourner, mais pas en moins de 3 jours. Gisèle s'était tenue à la fenêtre de son bureau et avait regardé la ville en bas, et avait compris, avec la clarté particulière qui arrive tard le soir, quand il n'y a plus personne pour la détourner, qu'elle était au bord de quelque chose qu'elle ne pouvait pas résoudre avec les gens qu'elle avait actuellement. Si elle signait le matin sans éclaircir l'anomalie, elle absorbait un risque qu'elle ne pouvait pas quantifier dans une transaction qui ne pouvait pas l'absorber. Si elle ne signait pas, 6 mois de négociations s'effondraient, le conseil aurait l'argument qu'il construisait depuis le jour où elle s'était assise dans le fauteuil, et le groupe Arland trouverait un concurrent qui ne gérait pas des lacunes inexpliquées dans leur historique de transactions. Diana avait frappé et était entrée sans attendre. Le genre de familiarité qui s'était accumulé tranquillement sur 2 ans de longues soirées, et s'était assise sans rien dire un moment. Puis elle avait dit qu'elle essayait de se souvenir de quelque chose. Puis elle s'en était souvenue. Le technicien, la salle de conférence, 3 semaines plus tôt. La boucle de refroidissement dans les journaux de transactions et les mots exacts qu'il avait prononcés avant que Gisèle ne lui dise de partir. Diana était assise dans le coin de cette salle avec un bloc-notes, et elle avait écrit ce qu'il avait dit de la même façon qu'elle écrivait tout sans filtrer pour une pertinence immédiate, parce qu'elle avait appris que la pertinence était souvent quelque chose que l'on ne reconnaissait qu'après coup. Elle avait ouvert le cahier, trouvé l'entrée et lu exactement. La boucle de refroidissement de l'unité de serveur secondaire a une fuite de pression. Si elle n'est pas réparée avant la fin de la journée, vous risquez des perturbations dans vos journaux de transactions pendant les heures de négociation. Elle l'avait lu 2 fois. Gisèle l'avait écouté les 2 fois. Puis elle avait dit, « Trouve-moi son dossier du personnel. » Le dossier lui avait dit presque rien d'utile. Nom, âge, adresse, service, 14 mois de dossier de service impeccable, aucun drapeau. Diana, lisant par-dessus son épaule, avait ouvert un navigateur et tapé le nom complet dans un moteur de recherche sans qu'on le lui demande. Le premier résultat était un article académique de 2020 publié dans une revue de finances computationnelles. Le genre de publication que lisaient exactement 3 catégories de personnes, les étudiants diplômés, leurs professeurs, et le sous-ensemble étroit de professionnels de la finance intéressés par les fondements théoriques de ce qu'ils utilisaient réellement. Le titre de l'article contenait une phrase précise que Gisèle avait reconnue dans la description technique que l'équipe informatique lui avait envoyée 3 heures plus tôt. Elle avait lu le résumé. Le deuxième auteur listé était Yammer. Arnaud, Université Columbia. Elle l'avait relu, plus lentement. Son cœur, qu'elle avait passé 2 ans à conditionner pour rester stable sous pression, avait commencé à battre plus vite qu'elle ne l'avait voulu. Elle avait regardé l'horloge. 22h47. La signature était dans 10h13. Elle avait regardé l'adresse dans le dossier du personnel. Elle avait regardé Diana. Diana n'avait rien dit, ce qui était sa propre sorte d'instruction. Gisèle avait pris ses clés de voiture dans le tiroir du bureau, enfilé son manteau et marché jusqu'à l'ascenseur sans deuxième paire de chaussures ni sac ni rien sauf l'adresse sur un papier plié et un désespoir qu'elle avait été trop fière d'admettre à elle-même 48 heures plus tôt. Elle avait conduit elle-même, ce qu'elle n'avait pas fait seule la nuit depuis 2 ans, et la familiarité de cela, les mains sur le volant, la ville passant devant les fenêtres sans attendre son opinion, l'avait brièvement ancrée avant que le poids de l'endroit où elle allait ne revienne pleinement. L'immeuble de Liam était un étroit immeuble de 4 étages sans ascenseur dans une partie de Brooklyn qui n'avait pas encore été rénovée en quelque chose nécessitant une liste d'attente, et elle avait monté 3 volets d'escalier en talons qui n'étaient pas conçus pour les escaliers, et s'était tenue devant l'appartement 314 et avait frappé. Elle ne portait pas son visage de travail. Elle ne portait aucune expression construite. Elle était simplement une personne qui avait épuisé toutes les autres options et avait assez d'honnêteté pour arriver en sachant exactement cela. Quand la porte s'était ouverte, Liam l'avait regardée avec la même qualité d'immobilité qu'il avait apportée à la salle de conférence, vigilant, sans hâte, et entièrement non intimidé par sa présence ou sa position, ou le fait qu'elle l'avait fait sortir d'une salle devant 8 témoins 3 semaines plus tôt. Il portait une chemise grise simple et il y avait un cahier sur la table derrière lui,
et l'appartement sentait le savon et quelque chose de chaud qui était simplement l'atmosphère spécifique d'un endroit où vit un enfant. Il l'avait regardée une fois, puis avait regardé dans le couloir pour confirmer qu'elle était seule. Elle l'était. Il avait regardé à nouveau et attendu. Elle avait dit son nom. Sa voix s'était légèrement brisée sur le deuxième mot, pas dramatiquement, pas d'une manière qu'elle aurait choisie si le choix avait été disponible, juste une petite fracture dans la surface professionnelle qui apparaît quand une personne a porté trop longtemps. « J'ai besoin d'aide », avait-elle dit. Il n'avait pas rempli le silence de réconfort. Il n'avait pas reculé et tenu la porte ouverte par réflexe. Il l'avait simplement regardée et avait dit « Quel genre ?» Elle lui avait raconté. Elle l'avait gardé aussi court que possible parce qu'elle lui devait au moins le respect de base de ne pas gaspiller son temps. Les journaux de transactions chiffrés, la signature de la fusion dans moins de 11 heures, les 4 firmes qui ne pouvaient pas casser l'architecture, l'article académique avec son nom, la méthode de chiffrement qu'elle croyait qu'il reconnaîtrait. Elle l'avait regardé absorber cela. Il était resté silencieux assez longtemps pour qu'elle commence à construire la phrase gracieuse qu'elle dirait quand il refuserait, celle qui serait mesurée et composée et ne montrerait pas combien tout reposait sur les 30 prochaines secondes. Puis il avait dit, « Tu sais, j'ai envisagé de dire non. » Elle avait dit qu'elle savait. Il avait dit, « Alors pourquoi ne le fais-je pas ?» Elle l'avait regardé directement et avait dit la seule chose vraie qu'il lui restait à dire, « Parce que ta fille dort dans cet appartement, et je pense que tu ne veux pas qu'elle grandisse en croyant que faire la bonne chose cesse d'importer dès que ça devient gênant. » Il avait ouvert la porte complètement. Il lui avait dit d'entrer et d'être silencieuse parce que sa fille dormait. L'appartement était tout ce que le dossier du personnel ne lui avait pas dit. Elle avait enregistré le cahier sur le bureau et les équations qui le remplissaient marge à marge. Les bibliothèques le long du mur organisées selon une logique qu'elle ne pouvait pas immédiatement analyser. La petite paire de baskets alignée précisément à côté d'une plus grande paire à la porte. Scout était sur le coin de la table basse, légèrement inclinée d'un côté, l'oreille effilochée tournée vers l'extérieur. Elle avait regardé le lapin un moment avant de détourner les yeux. Elle avait transféré les fichiers journaux de son ordinateur portable sur une clé et la lui avait remise sans préambule. Il s'était assis à son bureau, avait ouvert les fichiers et était devenu silencieux de la manière dont les gens deviennent silencieux quand ils font quelque chose pour quoi ils sont vraiment faits, non pas performer, non pas se positionner, juste travailler avec une partie d'eux-mêmes qu'ils n'ont pas à gérer. Gisèle s'était assise sur l'autre chaise et avait regardé. Il avait reconnu l'architecture en moins de 2 minutes. Elle pouvait le voir dans la qualité de son attention, dans un petit changement de posture, dans l'immobilité particulière de quelqu'un dont l'intuition vient d'être confirmée par des preuves. Il ne l'avait pas annoncé. Il avait continué à lire. Après plusieurs minutes, il avait dit, sans lever les yeux, « Chiffrement à graines temporelles. La clé est une date utilisée comme graine. Celui qui a construit ça a utilisé un cadre académique spécifique documenté dans un article publié en 2019. » Il avait fait une pause. Je connais l'article. Une autre pause. Je l'ai coécrit. Gisèle n'avait rien dit. Il avait finalement levé les yeux vers elle. La date de graine est ce dont j'ai besoin pour le casser. Il y a 3 semaines, quand j'étais dans votre salle des serveurs, j'ai vu un fichier de configuration sur le terminal de surveillance avant que votre technicien revienne. L'horodatage dans ce fichier était le 14 mars 2021. Il avait laissé le silence tenir un moment. Tu m'as demandé de partir avant que je puisse terminer. Elle avait voulu dire quelque chose d'adéquat à cela et avait trouvé que le langage pour cela n'avait pas encore été inventé, ou du moins elle ne pouvait pas le trouver à 23h30 avec 10 heures jusqu'au matin le plus conséquent de sa vie professionnelle. Elle avait regardé ses mains sur ses genoux. Elle avait pensé à la salle de conférence et aux membres du conseil et aux 30 secondes qu'elle avait passées à décider qu'il ne valait pas la peine d'être écouté. Il aurait pu déposer un signalement anonyme. Il aurait pu contacter l'autorité réglementaire. Il aurait pu ne rien faire et simplement laisser ce qui n'allait pas dans ce système continuer jusqu'à ce que cela devienne l'urgence de quelqu'un d'autre. Il n'avait rien fait de tout cela. Il était rentré chez lui auprès de sa fille, avait gardé l'observation pour lui parce que ce n'était pas son immeuble et pas son affaire, et était maintenant assis à son bureau à minuit en déchiffrant ses fichiers parce qu'elle était apparue à sa porte sans rien d'autre à offrir que la vérité sur à quel point la situation était désespérée. Il avait reconstruit l'algorithme de déchiffrement de mémoire, l'écrivant proprement et rapidement dans un langage qui se déplaçait efficacement sous ses mains, et le système avait commencé à traiter. La pièce était silencieuse pendant qu'il tournait. À un moment, Gisèle avait dit, sans tout à fait décider, « Pourquoi as-tu quitté la finance ?» Il n'avait pas levé les yeux de l'écran. « Quelque chose de plus important est arrivé, » avait-il dit. Elle n'avait pas posé la question suivante. Après un moment, elle avait demandé le nom du lapin. Il lui avait raconté l'histoire, claire, le nom, ce qu'un éclaireur est censé faire.
Elle était restée silencieuse après cela. L'horloge murale indiquait 1h17 du matin quand l'affichage s'était rempli. Les fichiers s'étaient déverrouillés en séquence, l'un après l'autre, et puis l'historique complet des transactions était à l'écran. 3 ans, chaque entrée, chaque horodatage, chaque code de routage de compte. Liam avait lu les 20 premières lignes sans parler. Puis il avait posé le petit bloc-notes qu'il utilisait et avait dit « Tu devrais appeler ton avocat tout de suite ». Gisèle s'était penchée et avait regardé l'écran et avait compris de la manière dont la compréhension arrive quand elle a été reportée aussi longtemps que possible, exactement ce qu'elle voyait. Le montant qui s'était caché dans l'anomalie de réconciliation n'était pas 400 000 $. C'était 47 millions de dollars déplacés sur 31 mois à travers une séquence de transferts individuellement assez petits pour disparaître contre le volume d'activité légitime, chacun en dessous du seuil de signalement automatisé, chacun chronométré pour coïncider avec les périodes de fort volume où la surveillance était la plus mince. Tous routés via une société écran enregistrée aux îles Caïmans. Chacun autorisé par la même signature numérique, Xavier Moreau. Elle s'était assise avec le nombre et avec le nom et avec une qualité particulière de compréhension qui vient de réaliser que quelque chose que l'on croyait solide avait été creux tout le temps. 3 ans. Chaque réunion du conseil, chaque appel de stratégie. Chaque matin où il était entré dans son bureau avec une réponse calme à une question difficile. Elle n'avait pas pleuré. Elle était passée par la partie de la nuit où pleurer était disponible. Elle avait regardé le mur et pensé à ce que les prochaines heures exigeraient et avait commencé à s'y préparer. Il l'avait rejoint dans le hall du Capital Weston à 5h42 du matin alors qu'il passait par l'entrée principale en portant un café et un portfolio en cuir et la composition particulière d'un homme qui croit avoir géré chaque variable pertinente. Gisèle était là avec l'avocat principal de l'entreprise et 2 agents fédéraux qui étaient descendus du bureau de terrain en réponse à un appel passé à 2h15 avec un dossier de preuves complet transmis en même temps. Xavier avait vu le groupe avant d'atteindre les ascenseurs. Il s'était arrêté. Il avait regardé Gisèle avec une expression qu'elle n'avait jamais vue sur lui auparavant. Pas de panique, pas de culpabilité, mais un recalcul interne rapide se produisant derrière des yeux qui avaient passé 43 ans à perfectionner l'art de rester illisible dans les pièces difficiles. Il avait essayé la première option qui était un déni calme et mesuré. Il y avait des méthodologies comptables. Il y avait des cadres interprétatifs. Il y avait des explications pour les chiffres que l'inconnaissance du système par le service informatique les avait empêchés d'accéder. L'avocat avait placé le journal imprimé sur la table du hall devant lui. 31 mois, 47 millions de dollars, 31 autorisations de transfert, chacune portant sa signature numérique, chacune routée vers le même compte offshore. Il n'y avait aucun cadre qui abordait cela. Xavier avait regardé Gisèle pour la dernière fois avant que les agents ne bougent. « Je gardais cette entreprise en vie », avait-il dit. « Tu n'as pas encore assez d'expérience pour comprendre ce que cela exigeait. » Gisèle n'avait pas répondu. Elle avait hoché la tête une fois, et Xavier Moreau avait été escorté à travers les portes du hall et dans le pâle matin tôt. Et l'espace qu'il avait laissé derrière était très silencieux. L'avocat était déjà au téléphone, passant à la séquence suivante. Diana était apparue d'un couloir latéral. À un moment, elle avait une façon d'être là où elle était nécessaire que Gisèle avait depuis longtemps cessé de questionner, et se tenait à proximité sans parler. Les portes vitrées montraient la rue dehors commençant à s'éclaircir, le gris bleu spécifique qu'une ville porte dans les 30 minutes avant l'aube réelle. Gisèle se tenait dans le hall et ressentait l'épuisement particulier de quelqu'un qui vient de finir de porter quelque chose de bien plus lourd qu'elle ne réalisait, et elle avait compris pour la première fois en 2 ans exactement combien du sol sous ses pieds n'avait pas été solide. La personne en qui elle avait le plus confiance avait démantelé la fondation sur laquelle elle croyait se tenir. Et la personne qu'elle avait congédiée en 30 secondes dans une salle de conférence avait vu la première fissure dans le mur 3 semaines avant qu'elle ne s'ouvre. À 9h ce matin-là, au lieu d'une cérémonie de signature, il y avait eu une session d'urgence du conseil. Gisèle était entrée seule, sans Xavier à ses côtés pour la première fois en 2 ans, et avait présenté tout depuis le début. La variance, les journaux chiffrés, l'architecture de chiffrement, les 47 millions de dollars, Xavier Moreau, le renvoi fédéral déjà en cours. Et puis, parce qu'elle avait décidé quelque part entre 2h du matin et 5h42 qu'elle en avait fini de construire des choses sur un sol qu'elle n'avait pas personnellement inspecté, elle leur avait parlé du technicien d'entretien et de ce qu'il avait dit 3 semaines plus tôt et de ce qu'elle avait fait au lieu d'écouter. Elle l'avait dit simplement et ne l'avait pas édité ni adouci. Elle l'avait dit devant 12 membres du conseil et les 2 représentants du groupe Harland qui étaient arrivés en s'attendant à une cérémonie de clôture et s'étaient retrouvés dans toute autre chose. La salle était restée silencieuse un moment. Le représentant principal de Harland avait dit qu'ils appréciaient la transparence et la fusion n'était pas retirée. La signature serait reportée d'1 mois pour permettre un audit forensique externe complet de l'historique entier des transactions.
C'était le meilleur résultat possible pour une situation qui une heure plus tôt semblait n'en avoir aucun. Après la fin de la session et le début du dégagement de la salle, un membre du conseil l'avait arrêté dans le couloir, le même qui avait fait le son qui n'était pas une ou 3 semaines plus tôt, et avait demandé qui était le technicien. Elle l'avait trouvé cet après-midi-là près de l'entrée nord de l'immeuble en train de travailler sur un panneau électrique dans le couloir d'accès avec sa boîte à outils ouverte à ses pieds et toute son attention sur la tâche devant lui. Arya était à côté de lui sur le sol avec son sac à dos, faisant quelque chose dans un petit cahier, des devoirs probablement, ou l'un des dessins élaborés qu'elle narrait à son père le soir. Scout était sur ses genoux. Gisèle avait traversé le hall et s'était arrêtée devant eux. Il n'y avait pas de public, pas de conseil, pas d'avocat, personne intéressé par comment cela se passerait. Juste le hall et la lumière du couloir et les trois. Elle s'était accroupie au niveau d'Arya et avait regardé la petite fille avec le lapin en peluche et avait dit « Je te dois des excuses. La dernière fois que j'ai vu ton papa, je n'ai pas été gentille avec lui et c'était mal de ma part. » Arya avait considéré cela un moment avec l'attention sérieuse qu'elle donnait aux choses qui semblaient importantes. Puis elle avait soulevé Scout de ses genoux et l'avait tendu avec les 2 mains, une offrande aussi délibérée et sincère que tout ce que Gisèle avait reçu à travers une table de conférence. « Tu peux tenir Scout si tu veux, » avait dit Arya. « Ça aide toujours quand quelqu'un est triste. » Gisèle avait pris le lapin avec soin. Elle l'avait tenu, et quelque chose qui était resté verrouillé derrière son sternum depuis environ 2 heures du matin s'était défait très silencieusement, et elle l'avait laissé partir. Quand elle s'était levée, elle avait regardé Liam, qui avait tout observé sans parler. Elle avait dit « J'aimerais t'offrir le poste de directeur du risque algorithmique. Fixe tes propres conditions. » Il l'avait regardé un long moment, puis avait secoué la tête sans aucune performance particulière de réticence ou de satisfaction. « Merci, » avait-il dit, « mais non. » Elle avait attendu. « Je construis quelque chose à moi, » avait-il dit. « Je pense que j'ai presque terminé. » Elle avait compris, plus complètement qu'elle ne l'aurait fait 24 heures plus tôt, que ce n'était pas de l'orgueil, et ce n'était pas une position de négociation. C'était simplement une personne qui savait ce qu'elle faisait, et l'avait fait régulièrement pendant 2 ans sans avoir besoin de personne pour valider la direction. Elle avait rendu Scout à Arya, qui avait reçu le lapin avec les 2 mains et l'avait réinstallé sur ses genoux avec le soin exercé de quelqu'un qui remet une chose à sa place exacte. Gisèle avait dit, « Si tu veux jamais un premier client pour ce que tu construis, appelle-moi avant d'appeler quiconque d'autre. » Liam l'avait regardé. Quelque chose avait changé dans son expression qui n'était pas tout à fait un sourire, mais en était l'architecture. « J'y penserai, » avait-il dit. Ce soir-là, Liam avait fait des pâtes parce que c'était mercredi, et les pâtes n'avaient pas d'opinion sur quel jour c'était. Arya était assise sur le comptoir de la cuisine et lui avait parlé de la femme du grand immeuble qui avait tenu Scout un petit moment et avait pleuré un peu, puis semblait se sentir mieux après. Liam avait remué la sauce et avait dit « oui ». Il pensait que c'était probablement juste. Arya avait balancé ses pieds contre la porte du placard et avait demandé si Scout avait trouvé quelque chose de caché aujourd'hui, comme Scout trouvait toujours les choses cachées. Liam s'était tourné du fourneau et avait regardé sa fille aux yeux grands et honnêtes et au petit visage sérieux et au lapin tenu lâchement dans le creux de son bras et avait dit oui. Scout avait trouvé quelque chose de caché aujourd'hui, quelque chose qui avait été caché longtemps. Arya était satisfaite de cela. Elle l'avait regardé finir la sauce et lui avait dit qu'elle avait faim et avait demandé s'il pouvait regarder l'émission sur les poissons des grandes profondeurs après le dîner, ceux qui vivaient dans la partie sombre de l'océan et faisaient leur propre lumière parce qu'ils avaient appris à ne pas attendre qu'elle arrive d'ailleurs. Il avait dit oui. Il l'avait dit de la même manière qu'il le disait chaque matin quand elle demandait s'il serait là pour la récupérer, simplement, complètement, sans qualification. Après qu'elle se fût endormie, il s'était assis au bureau, avait ouvert l'ordinateur portable et la plateforme était là, comme elle l'avait été chaque nuit pendant 2 ans. Le modèle d'analyse des risques qu'il avait construit dans les heures après le coucher d'Arya, pièce par pièce soigneuse, sur une base qu'il avait construite lui-même sans échéance ni conseil ni personne attendant le résultat sauf la version de lui-même qui savait vers quoi il construisait. Le logo dans le coin supérieur de l'interface était petit et propre, Arno Analytics. Il avait travaillé un moment. Il avait enregistré le fichier. Il avait fermé l'écran et s'était assis dans le calme de l'appartement et le calme semblait différent ce soir de celui de la veille. Pas mieux exactement et pas plus léger, juste différent de la manière dont les choses semblent différentes quand un poids longtemps porté s'est légèrement déplacé dans une nouvelle position et qu'on réalise qu'on l'a porté si longtemps qu'on avait oublié ce que ressentaient ses mains sans lui. Le lendemain matin, avant que Gisèle ait fini sa première tasse de café, un courriel était arrivé d'une adresse qu'elle n'avait pas dans ses contacts. Il n'y avait pas de ligne d'objet. Il y avait une seule phrase dans le corps. Scout a été rendu à son propriétaire légitime. Passe une bonne matinée. Elle l'avait lu.
Elle l'avait relu. Elle avait posé la tasse sur le bureau. Dehors la fenêtre, la ville bougeait déjà à pleine vitesse, comme elle le faisait toujours à 8 heures, rapide et bruyante et indifférente aux vies intérieures des gens à l'intérieur. Et Gisèle Weston était assise à son bureau dans le calme de son bureau et avait souri avant que la journée de travail ne commence, ce qu'elle n'avait pas fait depuis plus longtemps qu'elle ne pouvait clairement situer. Liam Arnaud n'avait jamais eu besoin de personne pour confirmer qui il était. Il l'avait su le matin où il était sorti de la salle de conférence avec la main de sa fille dans la sienne et les épaules droites. Il l'avait su pendant les 3 semaines où il n'avait rien dit sur ce qu'il avait vu parce que ce n'était pas à lui de le dire. Il l'avait su à l'heure après minuit quand il avait ouvert les fichiers d'une inconnue et fait le travail simplement parce que cela devait être fait et qu'il était la personne qui pouvait le faire. Certaines choses sont cachées très soigneusement dans 31 mois de transfert minutieusement chronométrés dans une architecture de chiffrement que seul un article avait jamais documenté dans l'hypothèse que la personne en uniforme bleu est là seulement pour réparer ce qu'on lui pointe et n'a rien d'autre à offrir. Mais comme Scout l'avait enseigné à Aria et Aria le lui avait enseigné sans le vouloir et qu'il l'avait enseigné à Gisèle sans tout à fait réaliser qu'il lui enseignait quoi que ce soit, les choses qui valent le plus la peine d'être trouvées ne sont jamais cachées pour toujours. Elles attendent seulement quelqu'un qui regarde au bon moment, dans la bonne direction, et ne s'arrête pas avant d'avoir fini la phrase.